Bonjour, chers maîtres et amis. Permettez-moi d'enchaîner avec le deuxième objectif de cette journée qui porte sur le monitourage multimodal en neuroréanimation. Et on est censé choisir parmi les outils actuellement commercialisés et comment intégrer ces outils-là dans la pratique quotidienne. Tout d'abord, pourquoi faut-il choisir? En fait, c'est très bien que la traumatologie est actuellement un problème majeur de santé publique partout dans le monde, à cause d'une mortalité élevée, des dépenses excessives, d'handicap, perte de productivité, absentéisme, difficultés de réinsertion sociale. Donc, pour toutes ces raisons, la traumatologie est réellement un enjeu de santé publique. Et cette traumatologie porte fréquemment sur une atteinte cérébrale. Dans ce contexte, l'examen clinique est certes indispensable et utile, sauf que son apport est très limité. Il est largement établi qu'au moment que les anomalies cliniques, au moment de la constatation des anomalies cliniques, il y a des dégâts parfois irréversibles qui se sont déjà installés. Pour toutes ces raisons, il est largement justifié de recourir dans ce contexte de neuroréanimation à des outils de monitorage. Ces outils se sont développés parce qu'ils nous ont en fait permis de grands apports. Le premier apport, ce sont des outils qui aident à un diagnostic précoce des situations pourvoyeuses de lésions cérébrales secondaires. Et aussi, ces outils-là permettent aux malades une prise en charge individualisée. Actuellement, il y a tendance à personnaliser les objectifs thérapeutiques. Ceci est grâce à des informations très précieuses qui portent sur plusieurs aspects, notamment l'hémodynamique cérébrale, le métabolisme cérébral, l'oxygénation et l'électrogenèse. Commençons par la première question, que choisir parmi les outils disponibles? Là, c'est une mise au point récente qui porte sur les principaux outils actuellement disponibles. Pour le monitorage de la pression intracrânienne, il y a les cathéters intraventriculaires et les cathéters intraparenchymateux. Pour surveiller les débits sanguins cérébraux, on peut recourir au DTC, mais également à des techniques de thermodilution. L'autorégulation cérébrale, c'est essentiellement par le Pressure Reactivity Index. L'oxygénation cérébrale, c'est par le PET scan, saturation veineuse jugulaire en oxygène, la pression tissulaire en oxygène et le NIRS. L'hémodialyse, la microdialyse cérébrale, c'est également un outil très précieux avec l'analyse des taux de glucose, lactate pyruvate ratio, glycérol et glutamate. Et enfin, il est actuellement dans plusieurs centres de pratique courante, c'est l'EEG continu. Commençons par l'outil le plus ancien, le monitorage de la pression intracrânienne. Son intérêt est prouvé depuis les années 70. Là, c'est une étude qui est très récente et qui montre bien l'impact pronostic de l'hyperpression intracrânienne. 3 niveaux de pression sont définis. Groupe 1, supérieurs à 20 mm de mercure, mais qui sont contrôlés. Et groupe 3, là, on a des pressions intracrâniennes supérieures à 20 mm de mercure et qui ne sont pas contrôlées. Pour le pronostic, on voit bien que la mortalité augmente de façon proportionnelle, de façon exponentielle. Pour le niveau 1, nous avons 17% de mortalité. Pour le niveau 3, la mortalité passe à 100%. Pour les mauvais pronostics, moderate disability or le good recovery, par exemple, le good recovery va dans le même sens. Good recovery, 77% pour le premier grade, 47% pour le deuxième grade. Severe disability, or l'état végétatif, là, donc c'est beaucoup plus fréquent avec le niveau élevé de pression intracrânienne. Ce monitorage de pression intracrânienne permet également des mesures thérapeutiques. Là, ce sont des malades surveillés par le monitorage de la pression intracrânienne et à chaque fois que la pique augmente, on administre soit des magnétols, soit on extrait du liquide céphalorachidien
à travers des dérivations ventriculaires. Et ça permet de diminuer considérablement la pression intracrânienne. Deux intérêts pour cette pique. Un intérêt diagnostique, ça permet précocement le dépistage de l'hypertension intracrânienne. Et pour les cathéters qui sont mis en intraventriculaire, ça permet également des mesures thérapeutiques. Quelle valeur pronostique pour la pique? Donc, pronostic s'altère pour des pics supérieurs à 20-25 mm de mercure. Et cette mortalité augmente surtout avec la durée pendant laquelle cette pique est élevée. Quels sont nos objectifs thérapeutiques? C'est avoir une pique inférieure à 20 mm de mercure, 22 selon les recommandations américaines, et une PPC entre 60 et 70 mm de mercure. Pressure Activity Index, ça c'est un outil qui évalue la corrélation linéaire entre la palme et la pique. Pour des indices positifs, l'autorégulation elle est altérée, et pour des indices négatifs, l'autorégulation elle est préservée. Sur cette courbe, donc, on distingue trois situations différentes. Première catégorie, ça correspond à une autorégulation qui est conservée. Deuxième catégorie, là, c'est une autorégulation qui est altérée. Il suffit d'une augmentation du volume intracérébral par un faible volume sanguin que la pique augmente de façon très considérable. Le troisième partie, c'est très difficile à interpréter. La volume relationship is unpredictable. Pourtant, c'est une technique très ancienne et fortement recommandée. Son intérêt dans la réduction de la mortalité n'est pas encore établi. La pique utilisée seule ne permet pas d'améliorer le pronostic des malades. Et d'ailleurs, cette remarque, ce constat est valable pour tous les outils de monitorage. Chaque outil considéré seul ne permet en aucun cas d'améliorer le pronostic. Un autre moyen non invasif de surveillance des malades cérébrolésés, et ça nous permet de dépister précocement l'hypertension intracrânienne. C'est la mesure du diamètre des enveloppes du nerf optique. Et cet apport remonte au 1806, quand on a remarqué que l'enveloppe du nerf optique est en continuité avec la dure mère. Ainsi, toute augmentation de pression dans le liquide céphalorachidien est transmise autour du nerf optique, entraînant une augmentation du diamètre de l'enveloppe du nerf optique. Valeur seuil, c'est 5,2 à 5,9 mm avec une bonne sensibilité et une bonne spécificité. C'est une technique d'apprentissage rapide et facile. Ça nécessite juste un apprentissage auprès d'un expert et une vingtaine d'échographies. Doppler transcrânien, ça aussi, c'est un outil non invasif de monitorage en neuroria. Il correspond à enregistrer la vitesse des globules rouges dans les vaisseaux. C'est un témoin direct du débit sanguin cérébral. L'artère la plus utilisée, c'est la cérébrale moyenne et principalement, on interprète l'index de pulsatilité. Un autre type de monitorage en neuroréanimation, c'est le monitorage de l'oxygénation cérébrale. Ça peut se faire par la saturation veineuse jugulaire en oxygène, ou bien par le NIRS, ou bien par la pression tissulaire en oxygène. Et ce monitorage, ce type de monitorage se justifie essentiellement par la possibilité de lésions cérébrales ischémiques malgré une pression intracrânienne normale. Donc, on risque en neuroréa, on risque en traumatologie d'avoir des lésions d'ischémie cérébrale malgré des valeurs de pic dans le norme. Et cela en rapport essentiellement avec l'altération de la microcirculation et des problèmes de diffusion de l'oxygène. C'est pour cela que le monitorage de l'oxygénation cérébrale devient de plus en plus intéressant. Les principales causes
de l'hypoxie cérébrale sont la diminution du débit sanguin cérébral, la diminution de la pression de perfusion cérébrale, la diminution de la pression artérielle en oxygène, la diminution de l'hémoglobine ou encore l'augmentation du métabolisme cérébral. Pour remédier à ça, on est censé augmenter la pression artérielle systémique, augmenter la pression artérielle en CO2, augmenter la FiO2, considérer la transfusion, renforcer la sédation et diminuer la température. Commençons par la saturation veineuse jugulaire en oxygène. Donc, la veine jugulaire reçoit 70% du sang de l'hémisphère homolatéral et 30% de l'hémisphère contralatéral. Elle permet d'analyser la balance entre apport et consommation cérébrale en oxygène. Saturation veineuse jugulaire en oxygène normal, c'est entre 60 et 70. Les valeurs inférieures à 50% sont très pourvoyeuses d'ischémie cérébrale. Au-dessous de 50%, 13% du parenchyme cérébral est déjà ischémie. Les valeurs très élevées portent également une valeur péjorative, notamment le seuil de 75%. SVGO2 basse, ça se voit en cas d'une extraction en oxygène augmentée, hypoperfusion cérébrale ou bien augmentation du besoin en oxygène. Saturation veineuse jugulaire haute se voit en cas d'une hyperémie ou bien en cas d'un infarctus cérébral. Pour le NIRS, c'est une méthode non invasive de suivi en temps réel de l'oxygénation cérébrale locale au lit du malade. Le principe, c'est d'émettre des ondes proches de l'infrarouge qui vont traverser la peau, l'os et quelques centimètres du parenchyme cérébral. Par la suite, on va quantifier l'atténuation des ondes, ce qui permet essentiellement deux indices, les TOI, Tissue Oxygen Index, et Total Hemoglobin Index. Le premier, ça reflète le débit sanguin et le deuxième, ça reflète le volume sanguin. Pour le NIRS, théoriquement, il a plusieurs intérêts. Théoriquement, ça permet d'évaluer l'autorégulation cérébrale. Ça permet d'estimer le débit sanguin cérébral et ça permet d'estimer la consommation en oxygène dans la zone étudiée. Mais sur le plan pratique, il y a beaucoup d'imprécisions dans la mesure, surtout en cas d'œdème cérébral majeur, et il y a le risque de contamination par des mesures extracrâniennes. La pression tissulaire en oxygène. Elle reflète l'apport et la diffusion de l'oxygène dans le milieu interstitiel. C'est une mesure invasive et le seuil ischémique se situe entre 15 et 20 mm de mercure. Il y a deux techniques. Il y a l'électrode de Clark. Là, les molécules d'oxygène vont diffuser à travers une membrane et dans une solution chimique. La réaction chimique engendrée donne un courant électrique qui sera capté et analysé. Il y a la technique de fluorescence. Là, le détecteur change de couleur en présence de l'oxygène et cette information est transmise par la fibre optique. Pression tissulaire en oxygène, plusieurs intérêts. Elle est corrélée au débit sanguin cérébral local, corrélée à la PPC et à la PaO2. Elle a également un intérêt majeur dans la prévention de l'ischémie cérébrale à pression intracrânienne normale. Objectif de prise de PPC optimale. Donc, cette pression tissulaire en oxygène, elle nous permet également de définir une PPC optimale. Et cette PPC optimale, elle correspond à la PPC minimale avec une pression tissulaire dans le seuil ischémique. La réactivité à l'hyperoxie, c'est un autre indice. En augmentant la FiO2, la pression tissulaire oxygène, elle augmente. Pour une forte réactivité, on considère souvent que l'autorégulation cérébrale est altérée. L'intérêt de ce monitorage, selon certaines études, c'est essentiellement l'amélioration de la mortalité et le pronostic neurologique.
Ce monitorage a permis également, selon certaines données, de réduire la durée d'hospitalisation en réanimation. Passons à un autre moyen de monitorage, la microdialyse cérébrale. Le principe, c'est celui de l'hémodialyse conventionnelle. Donc, on va introduire une sonde dans le parenchyme cérébral, et cette sonde, elle comporte une membrane semi-perméable. Il y a au milieu, il y a le perfusat. Là, on va perfuser en continu un liquide dont la composition est proche du milieu interstitiel. S'agissant d'une perfusion continue, cette membrane semi-perméable se transforme en une interface. Il va y avoir des échanges par diffusion entre l'interstitium cérébral et la chambre de cette membrane. Sur l'autre voie de dialyse, on va récupérer les micro-prélèvements et les analyser. Ce système de microdialyse donc comporte une pompe, un cathéter, une membrane semi-perméable et par la suite des micro-échantillons. L'interprétation du résultat nous permet d'identifier plusieurs situations cliniques différentes. Glucose supérieur à 1 millimole, lactate pyruvate ratio inférieur à 25, lactate inférieur à 4. Ça correspond à une situation qui est normale. Clearance glucose basse, lactate pyruvate ratio supérieur à 25, clearance lactate inférieur à 4, clearance pyruvate inférieur à 120, là, ça correspond à une situation de neuroglycopénie. Un troisième cas de figure, clearance glucose normale, lactate pyruvate ratio supérieur à 25, clearance lactate supérieure à 3, clearance pyruvate supérieure à 120, ça correspond à une dysfonction mitochondriale. Quatrième cas de figure, glucose normale, lactate pyruvate ratio inférieur à 30, clearance lactate inférieur à 3, ça correspond à des anomalies de la microcirculation. Parmi ces outils-là, que choisir? En fait, aucun outil ne permet à lui seul d'améliorer le pronostic des malades. La tendance actuelle, c'est de garantir, c'est d'assurer le non-invasif pour tout le monde. Le DTC et l'échographie de l'enveloppe dynaroptique, des mesures simples se justifient actuellement dans un nouveau concept de neurofast. Pour les autres outils, on verra les données de la littérature. Là, c'est un protocole de prise en charge personnalisé adopté par une équipe belge. Elle nous propose deux algorithmes. Le premier algorithme intègre la pression tissulaire et la pression intracrânienne. Donc, pour une pression intracrânienne inférieure à 15 et une pression tissulaire supérieure à 20, on est dans des conditions optimales. Aucune thérapie. Pression tissulaire, pression intracrânienne normale et pression tissulaire altérée faible, là, c'est une hypoxie tissulaire. Il faut renforcer l'oxygénation, la sédation, éventuellement l'hémoglobine. Deuxième cas de figure, on est face à une hyperpression intracrânienne, face à une HTC. Pic supérieur ou égal à 15. Premier cas de figure, on analyse la pression tissulaire. Supérieur à 20. Donc, pas de thérapie d'hyperventilation. On est bien sur le plan oxygénation. Deuxième cas de figure, pic élevé, pression tissulaire normale. Dans ce cas, il faut juste recourir à l'algorithme de prise en charge de l'hypertension intracrânienne. Ça, c'est une façon, une première façon d'intégrer ces outils dans la pratique courante. Selon cette graphique, selon cet algorithme, on aura besoin au moins d'une pression intracrânienne et d'une pression tissulaire en oxygène. Une autre façon de faire, c'est d'intégrer la microdialyse. Là, on va évaluer la pression intracrânienne. Donc, on a besoin du pic
de pression tissulaire et de microdialyse. Pour une pique supérieure à 20, traitez l'HTIC en prenant en considération l'oxygénation cérébrale. Pic inférieur à 20, donc on va évaluer la microdialyse. Et en fonction des anomalies rencontrées par cette microdialyse, on va ajuster notre traitement. Les recommandations publiées en 2020 des sites International Severe Traumatic Brain Injury Consensus. Il nous propose des mesures standards pour tous les malades. Des mesures standards qui ont été majoritairement abordées par Dr Bafoun. Par la suite, on va distinguer 4 cas de figure. Donc, jusque-là, et selon ces recommandations internationales, on a besoin de 2 outils. On a besoin de la pique et on a besoin de la pression tissulaire. Et en fonction des données de la pique et de la pression tissulaire, il y a 4 cas de figure. On va différencier 4 cas de figure. Premier cas de figure, type A, pique inférieure à 22, pression tissulaire supérieure à 20. Là, on est dans les objectifs thérapeutiques. Il n'y a pas de mesures spéciales à faire. Situation B, la pique est élevée, c'est une HTIC avec une oxygénation cellulaire qui est normale. On propose un autre protocole B. Troisième cas de figure, le cas C, là c'est une pique qui est normale, inférieure à 22 mm de mercure, sauf que l'oxygénation cellulaire est altérée. Nous avons une pression tissulaire inférieure à 20. On propose un autre algorithme et enfin, les 2 paramètres sont altérés, la pique est élevée et la pression tissulaire est basse. On propose un autre algorithme. Mais ce qui nous intéresse dans tout ça, c'est quel outil on va choisir. Donc, selon ces recommandations internationales, déjà, la pression tissulaire et la pression intracrânienne. Premier cas de figure, donc, c'est encadré en rouge. On aura besoin, dans ces cas de figure, de considérer un autre outil de monitorage. C'est l'EEG continu. Et si on n'a pas des cathéters intraventriculaires, idéalement, on doit le placer. Sinon, dans ce cas de figure, en plus des mesures standards, il faut penser à renforcer notre monitorage par l'EEG continu. Et si on a une pique intraparenchémateuse, un cathéter intraparenchémateux, il faut penser à un cathéter intraventriculaire parce qu'on aura besoin, dans cette situation, d'extraire du liquide céphalo-rachidien. Pour le type C, on trouve les mêmes constats. On aura besoin également de recourir au monitorage de l'EEG continu et à un cathéter intraventriculaire. Pratiquement les mêmes mesures de renforcement pour le troisième cas clinique. Recommandation 2019 sur la prise en charge de l'enfant traumatisé crânien grave. Quelle place au monitorage multimodal de ce contexte particulier? La même chose, il y a des mesures de base, des mesures standards pour tout le monde, baseline care, et il y a des mesures qui vont s'imposer en cas d'une aggravation. Mesures de première ligne, mesures de deuxième ligne et la prise en charge de l'engagement cérébral. Les outils de monitorage recommandés chez l'enfant traumatisé crânien grave, en rouge, c'est l'EEG continu, la pression intracrânienne et la pression tissulaire en oxygène. Déjà, trois moyens de monitorage multimodal
sont recommandées chez l'enfant traumatisé crânien grave, EEG, pression tissulaire, pression intracrânienne. Donc, en noir, nous avons les mesures standards. Si jamais il y a une pression, élévation de la pression intracrânienne, donc parallèlement à la diminution de cette pic par l'ICP pathway, on aura également besoin d'améliorer la pression de perfusion cérébrale. Et quand ça ne marche pas, là, c'est en troisième recours, l'amélioration de la pression tissulaire en oxygène. Là, à droite, en cas d'aggravation, d'autres outils de monitorage se justifient. L'EEG, Doppler transcrânien, l'index de réactivité et le débit sanguin cérébral. Chez l'enfant, le seuil de la pression tissulaire, c'est 10 mm de mercure. En cas d'une diminution de la pression tissulaire en oxygène, il faut augmenter la PE2, la PAM, il faut augmenter également la PaCE2 pour augmenter le débit sanguin cérébral et il faut optimiser l'hémoglobine. Autre intérêt pratique au moyen de monitorage multimodal, à part la gestion de situations critiques et situations d'HTIC, ces outils permettent également de décider du moment du réveil du malade. Chez l'enfant, on considère qu'une PIC, une PPC et une pression tissulaire en oxygène qui reste stable pendant 12 à 24 heures justifient l'arrêt de la sédation. Dans l'attente de la généralisation de ces moyens dans nos structures, il serait également intéressant de standardiser le protocole de prise en charge. Et là, des recommandations récentes, publiées en 2020, qui proposent un algorithme de prise en charge en se basant essentiellement sur les données cliniques et radiologiques. On trouve bien des mesures standards et des mesures spécifiques à la suspicion d'hypertension intracrânienne. Et merci pour votre attention.